Bonjour. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Robert Sondac qui va nous parler de la formation en radio amateur qui débute le 22 janvier. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Vous pouvez contribuer en devenant bénévole avec l'équipe d'animation ou nous écrire pour nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. C'est à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, M. Sondac. Bonjour. Un des fondateurs du Club de radio amateur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Vous êtes également formateur et vous avez une formation qui va commencer lundi le 22. Oui. Une formation pour avoir un certificat fédéral d'opération de radio. Oui. En quoi c'est pertinent aujourd'hui, en 2024, d'utiliser des radios? Bien, écoutez, il y a plusieurs aspects dans la radio amateur. Il y a une dimension purement sociale, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens d'un peu partout, qu'on développe des liens d'amitié à long terme avec des gens qu'on n'aurait jamais pensé auparavant. Ce qui est contraire, par exemple, quand on utilise un cellulaire, on appelle une personne en particulier. En radio amateur, on lance un appel, on ne sait jamais qui va répondre à l'autre bout. Ça peut être à courte distance, ça peut être à longue distance. Ah, ça fonctionne encore à longue distance? Ah, ça fonctionne très bien à longue distance. Écoutez, si on veut parler en Europe, on parle en Europe, c'est aussi simple que ça. C'est pas toujours très bon comme qualité, mais en général, ça passe très bien. Et ça dépend de la propagation des ondes. Alors, si je veux parler en Australie, ça va être plutôt pendant la nuit ici. Mais si je veux parler de l'Europe, c'est plutôt dans la journée ici. Si je veux parler en Amérique du Sud, ben c'est plutôt la journée, fin de la journée ici. Puis on entend très, très bien. C'est comme lancer une bouteille à la mer. Oui, exactement. Je vous dis, c'est ça qui est la grosse différence avec le cellulaire, moyens de communication moderne, qui sont très efficaces. Ils sont, je dirais, plus efficaces en qualité que le radio amateur. Puis évidemment, beaucoup plus facile à manier. Mais en termes de plaisir de découvrir d'autres personnes, la dimension sociale, le radioamateur est beaucoup plus social. Vous faites des contacts ici avec des gens supposés en Europe. Ben après ça, quand vous faites un voyage en Europe, il faut déjà y voir un tel, puis un tel, puis un tel. Pourquoi pas? C'est une porte ouverte. Ben, moi, ça m'est arrivé ici, puis de me retrouver au Mont-Saint-Michel, en France. Puis effectivement, il y a un radioamateur qui était là, qui était pilote d'avion, puis nous a fait faire des tours. Wow. Parce qu'on s'était parlé. Voyez-vous? Alors, c'est ça la dimension sociale, moi je trouve, qui vaut la peine. C'est un passe-temps aussi, il ne faut pas oublier ça. C'est pas du commercial, les communications là-dedans. On a une dimension sociale, on a une dimension service public, qui est très peu connue. Et ce que je veux dire par là, c'est que les moyens de communication radio-amateurs disent bien amateur. Ça veut dire qu'avec un peu de bricolage, on est capable de maintenir des communications. Puis un des meilleurs exemples de ça, quand il y a eu le grand verglas à Saint-Jean, ben, ce sont les radioamateurs qui étaient installés au sommet de l'hôpital ici à Saint-Jean, qui ont maintenu toutes les communications avec les ambulances, parce qu'il n'y en avait plus de communication. Je crois que c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont réalisé que le réseau d'urgence avait besoin des amateurs. Ben oui. D'ailleurs, ça se discute de plus en plus pour qu'il y ait au niveau provincial des liens, je dirais, pratiquement obligatoires des municipalités avec des services, disons, de radioamateurs, mais des services organisés. Alors, ça se discute très fortement. Ici, à Saint-Jean, on a une très bonne collaboration de la sécurité civile. Les cours se donnent dans les locaux de la sécurité civile. Oh wow. Le directeur est un radioamateur aussi. Et parlez-moi donc de la formation aussi. Bon, la formation, c'est le point délicat. Je dois vous dire, on ne peut pas venir en ondes, acheter un radio pour s'en servir. On peut écouter, on peut acheter un radio, on peut écouter tout ce qu'on veut, ça c'est permis. Du moment qu'il s'agit d'émettre des ondes, il y a des normes techniques qu'il faut respecter, entre autres pour ne pas brouiller tout le monde. Entre autres, pour avoir de la qualité quand on envoie un message sur les ondes. Alors, c'est pour ça qu'il y a des normes fédérales de communication. Il faut s'y soumettre.
Et dans la formation, à peu près la moitié de la formation porte sur les normes de communication. Et l'autre moitié sur la technologie. Parce que les deux côtés, vous pouvez connaître toutes les normes. Si vous ne savez pas vous servir de vos appareils, c'est pas mieux. Donc, il faut les deux aspects. Le certificat comprend ça, les deux aspects. La formation dure combien de temps? Nous autres, elle dure 13 rencontres de 2 heures, plus 3 ateliers de manipulation d'appareils. Donc, c'est quand même plusieurs heures. Et on a souvent des demandes pour la faire en ligne. Mais je dois vous dire qu'on reçoit souvent des candidats qui ont débuté en ligne puis qui ont abandonné. Parce que ça reste difficile. L'aspect technique, il reste très difficile, on n'a pas le choix. Il faut qu'on enseigne exactement dans le modèle de l'examen du ministère. Le ministère met sur son site des examens types, donc on peut se préparer, mais on ne peut pas enseigner moins que ça. Sinon, les étudiants ne pourront pas réussir l'examen. Et est-ce que vous pouvez reprendre l'examen si jamais vous la coulez? Autant de fois qu'on veut. Et la formation est coûteuse? Elle est à la discrétion des clubs. Ici à Saint-Jean, c'est 150 $, ce qui, je pense, est raisonnable pour le nombre d'heures. Et ça comprend l'examen? Non, l'examen, c'est 20 $ additionnels. Oui. Parce que l'examen, il y a des gens qui font une partie de la formation et qui abandonnent. Donc, on ne le fait pas payer au début. OK. S'ils se présentent à l'examen, oui. Voyez-vous? Puis acheter un radio, est-ce que c'est coûteux? Oui. Je vous dis franchement, enfin proportionnellement, dans le temps, c'était cher. C'est encore cher aujourd'hui. Pour s'équiper, c'est parce qu'il y a 2 types de radios. Il y a les radios à courte distance, des petits radios portables. Ça, on peut parler à l'heure actuelle, une centaine de $. C'est pas bien terrible. Et c'est surprenant ce qu'on peut faire avec ça. Parce que ces petits radios-là, en temps normal, vous donnent peut-être une vingtaine de kilomètres de distance. Pas beaucoup. Non. Mais on a, au niveau des radioamateurs, des gens qui ont développé des systèmes d'intercommunication entre des postes qui captent et qui répètent, qu'on appelle des répéteurs. Et on en a à la grandeur de la province, et même on a des liens outre-mer. Ce qui veut dire qu'avec un petit radio portatif à la main, vous pouvez parler en Europe. Alors ça, c'est fantastique. Ça coûte une centaine de $. Une station qui utilise des ondes à longue distance dès le départ, vous pouvez compter assez facilement 3 000 $. 3 000 $, oui. Pour un équipement moderne. Mais c'est à peu près ça, pour avoir quelque chose qui fonctionne bien, garanti. Évidemment, il y aura des antennes à installer et tout pour que les ondes s'en aillent. Hein. Mais c'est quand même cher. Maintenant, ça se démode très peu. C'est inusable. Alors, si vous comparez avec d'autres passe-temps, 3 000 $, par exemple, sur 10 ans, ça ne fait pas beaucoup par année. Non. Ouais. C'est toujours bon, ça fonctionne toujours. Puis ça prend une antenne également? Oui. Donc, oui. il faut pouvoir l'installer. On ne peut pas installer ça sur un balcon ou... À la rigueur, oui. À la rigueur, oui, parce que, écoutez, on en installe même sur les autos. Oui. Les radios mobiles. Oui, ça s'installe. C'est pour ça qu'on a la partie technique dans l'examen pour comprendre un peu ces principes-là d'installation. Puis, je vous avoue franchement qu'au niveau du club, on aide beaucoup les gens lors de l'installation par après. Mettre une station en opération. Comment on installe pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait? Le choix des appareils aussi? Le choix des appareils, on conseille beaucoup. Dans nos ateliers, on amène des appareils pour montrer aux gens, voilà tel modèle, qu'est-ce qu'il peut faire, combien il coûte, puis tout ça. Là. Un cours en ligne ne donne pas cette proximité. Parce qu'effectivement, là, à brûle-pourpoint, quelqu'un peut poser n'importe quelle question. On est en général 2, 3 formateurs en même temps. De sorte qu'on peut répondre à toutes les questions. Vous êtes une grosse équipe? Mais écoutez, à Saint-Jean, au club de radio, on est à peu près une 50aine. Pour donner la formation, on est à peu près, je dirais, au total, à peu près 8 personnes. Bon, ça alterne selon les compétences des gens aussi. Comme la formation, on a quelqu'un qui est dédié exclusivement à l'aspect réglementation et normes. Lui se spécifie là-dedans. Dans l'aspect technique, on est à 3 à se partager les aspects. Il y a toute l'électronique de base, parce que, bon, malheureusement, il faut l'apprendre. Il y a toute l'électronique, comment les radios sont construites. Et il y a toute l'électronique de la propagation des ondes.
Et ça, c'est la partie la plus intéressante, parce qu'on dépend totalement de la propagation. Dans ce sens qu'on peut venir une journée pour parler en Europe, puis ça ne passe pas les ondes. On est coincé. La température peut influer? Non, non. Ce sont les particules solaires. Les fameuses aurores. Aurore boréale? Non, même pas les boréales. Non, ce sont des éruptions solaires qui fonctionnent avec un cycle de 11 ans. Alors, il y a des pointes de radiation solaire et on se sert de ça pour avoir une communication. Quand on est dans le bas du cycle, les communications sont plus ou moins bonnes. Dites-moi, M. Sondac, Oui. est-ce que beaucoup de jeunes s'inscrivent à vos cours? Malheureusement, peu. Il y en a peu. On voudrait d'ailleurs avoir des partenariats avec des organismes qui s'occupent des jeunes, entre autres les scouts, les louveteaux. On regardait aussi avec les cadets dans l'armée, parce que ça reste des moyens de communication, dans certains cas, qu'ils peuvent utiliser. Je pense aux cadets, la question du code Morse, ça reste toujours d'actualité. Dans les scouts, ils peuvent faire des jeux avec ça aussi, hein. Donc, on aimerait avoir des jeunes qui s'intéressent à ça et on pense qu'ils ne s'y intéressent pas parce que c'est pas connu. De façon générale, les radioamateurs chez les jeunes, dans le grand public, ce n'est pas connu, sauf quand il y a un désastre. Oui. Quand il y a un désastre, on dit « Ah, tout d'un coup, on en entend parler. » Oui, c'est important. Oui. Ben, Dis-moi pourquoi c'est important. Ben, pour donner des communications. Écoutez, il n'y a pas longtemps encore, il y a eu des problèmes de communication avec les tours de cellulaire ici. On n'a plus de cellulaire. Bon, tout le monde est déçu, tout le monde est embêté. Mais en radioamateur, on prend une batterie d'automobile, on prend un bout de fil d'une trentaine de pieds, et c'est tout. On fait des communications. Ça n'a peut-être pas la qualité du cellulaire, mais elles se font. Et vous seriez surpris avec une trentaine de pieds de fil. On va parler à Québec, on va parler à Chicoutimi, ça, il n'y a pas de problème. Alors, pour des mesures d'urgence, du bricolage en 5 minutes, on peut être présent. Je pense que le verglas vous a donné une bonne leçon aussi. Oui, mais on était déjà prêt avant ça. Mais au verglas, là, on a donné une très, très bonne contribution, effectivement, à la municipalité de Saint-Jean. Et on regarde d'ailleurs pour avoir des liens plus étroits avec la municipalité, pour se faire connaître, pas pour remplacer ce qui existe, mais pour être complémentaire. Je dois vous dire qu'il existe aux États-Unis, évidemment, des radioamateurs aussi, hein, avec une association nationale très, très puissante. Mais ce qui est remarquable, les municipalités entretiennent des relations, je dirais, très étroites. Ça va jusqu'à fournir des véhicules tout équipés à des clubs de radioamateurs locaux. Donc, les radioamateurs peuvent arriver sur place avec les véhicules tout équipés et tout, et aider. Mais ici à Saint-Jean, je crois que vous avez un véhicule. Oui, notre club. Votre club. C'est notre club qui l'a entièrement monté, qui l'a acheté, qui l'a entièrement monté. C'est tout du bénévolat. Entre autres avec des subventions qu'on obtient en donnant des cours. Des choses comme ça. Mais je vous dis, quand on compare ce qui se fait de l'autre côté de la frontière, même les petits villages sont super équipés par rapport à nous. Et c'est simple. Par exemple, ils leur donnent des anciens camions, des autobus de pompiers, par exemple. Plutôt que de les mettre à la scrap, là, ils leur donnent, c'est tout. On va vous équiper ça. Bon, c'est extraordinaire. Ah oui, je dois dire que de ce côté-là, là, on a beaucoup à apprendre. De cet esprit de collaboration civique. Et M. Sondac, c'est encore le temps de s'inscrire pour votre formation qui débute lundi? C'est encore le temps de s'inscrire, oui. Les gens ont tout simplement communiqué avec moi. Allez sur le site du club de radio, ve2cvr.org. Ils peuvent communiquer par téléphone, par courriel. Même si quelqu'un était en retard pour participer, il manquerait une semaine, c'est-à-dire 2 séances de cours, on est capable de l'aider. Ah, c'est 2 cours par semaine? C'est 2 séances par semaine de 3 heures. Donc, il manquerait 6 heures de cours. Donc, ça va vite, hein, 2 séances par semaine. Oui. C'est beaucoup de matière. Oui, il faut avoir le temps aussi de faire ces cours-là. Oui, c'est une priorité comme une autre. Écoutez, on se met des priorités, puis on les réalise. Dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Oui. Pour ça, quelqu'un qui m'appelle, très intéressé, puis qui découvre après ça qu'il doit aller à la chasse à la place, ça me fait rien.
mais qu'il fasse son choix. Oui. Qu'il ne m'appelle pas, c'est tout. Les choix sont personnels. Ben voyons. Puis M. Sondac, on ne donne plus de cours de morse aujourd'hui, par contre. Il s'en donne quand il y a la demande, mais il faut faire une nuance. Ça ne fait plus partie de l'examen ministériel. Okay. Avant, on n'avait pas le choix. Il y avait de la réglementation, il y avait de la technologie et il y avait le fameux code Morse. Et on pouvait venir en honte quand on avait pratiqué les 3 seulement. Et il y avait des niveaux de certificats. À l'heure actuelle aussi, mais les niveaux sont beaucoup plus faciles. Et le Morse n'est plus obligatoire. Mais je dois dire qu'il est encore très utilisé en honte. Non seulement il y a des maniaques de ça, mais au point de vue technologique, c'est équivalent à faire de la transmission numérique en termes de qualité. Ce qui veut dire que ça passe à travers les interférences. Tout c'est fantastique. Le Morse, ce n'est pas une histoire qui a existé. C'est une histoire qui existe toujours. Mais encore là, c'est comme apprendre le piano. Il faut en faire, il faut le pratiquer. Écoutez, on a des gens ici dans le club, ils se parlent en morse. Oh. Ils se parlent couramment, ils n'ont pas besoin d'écrire, ça se traduit dans leur tête, c'est tout. Voyez-vous? Mais ils en font tous les jours. Oui, il faut. Je pense qu'avant, pour les scouts, c'était obligatoire aussi. Tous les scouts connaissaient le morse. Moi, je dis toujours à ceux qui veulent l'apprendre, écoutez, il y a 26 lettres dans l'alphabet, il y a 10 chiffres, puis il y a un peu de ponctuation. Il n'y a pas plus que ça. C'est moins que les notes sur un clavier à apprendre, là. Mais il faut le faire. Oui, il faut le faire. Un seul secret, en faire. Alors, M. Sondac, c'est encore le temps de s'inscrire. Oui, c'est encore le temps de s'inscrire. C'est une formation essentielle. Obligatoire. Obligatoire. Pour avoir le certificat, c'est obligatoire. Ça, on ne peut pas venir sur les ondes sans le certificat. Et si quelqu'un essaie de venir en achetant un appareil, il va se faire repérer très vite. Et si quelqu'un va sur les ondes avec un appareil sans avoir de formation, il va se faire repérer aussi. Il va se faire repérer très vite, soit par des clubs ou des individus qui vont transmettre ça aux inspecteurs d'Industrie Canada, qui vont lui donner une amende et lui confisquer tous ses équipements. Bien, je vous remercie, M. Sondac. C'était très intéressant. Voilà, moi aussi, ça m'a fait plaisir, puis espérons qu'il y a des gens qui soient intéressés. Oui, inscrivez-vous surtout. Ben oui. Merci, M. Sondac. Alors, pour tous ceux qui veulent s'inscrire au cours de Radio Amateur, vous savez qu'il est encore temps. Ça commence à chauffer, par contre, il faut que vous vous dépêchiez. Et surtout, diffuser la bonne parole. Merci, c'était Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!